Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, un podcast où on parle de changement. Que nous soyons à l'origine ou pas, on le vit à chaque instant. C'est la seule constante. Mais comment faire face aux périodes de changement? Comment provoquer et mieux gérer le changement? Comment vivre dans un monde qui ne cesse de changer? Je m'appelle Laura Harley et j'aimerais partager avec vous mes lectures, mes expériences au quotidien et des interviews pour essayer de répondre à ces questions. Allez, c'est parti! Changes come, changes go. There's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there's change, and nothing stays the same. Time changes everything. Expand Nothing stays the same. your horizons Living my life the way I in all directions at once. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé les premiers épisodes. Aujourd'hui, on va commencer à parler des stratégies concrètes qu'on peut suivre pour adopter des bonnes habitudes. Et je voudrais ici préciser que ce que j'appelle une bonne habitude correspondra à quelque chose qui vous fait du bien, que vous avez envie de faire parce que ça vous procure du plaisir et du bien-être. Ce qui fait que ce mot voudra dire des choses différentes pour chacun d'entre vous. La première stratégie est assez évidente, parce qu'il s'agit de la stratégie de la praticité. Si l'on veut adhérer facilement à une habitude, il faut qu'elle soit le plus pratique possible. Mais c'est important de le rappeler parce que parfois on l'oublie. Si par exemple, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, je peux parfois me dire qu'il faudrait que je trouve un professeur, une école, le temps pour prendre des cours réguliers, etc. Alors qu'en fait, je peux déjà commencer par télécharger une application pour pratiquer tous les jours pendant mon trajet au bureau, ou alors prendre des cours en ligne, ce qui est plus pratique pour moi. L'idée est vraiment de se demander comment je peux rendre plus facile l'accès à cette nouvelle habitude ou le moyen de le faire. En vrai, c'est le fameux « keep it simple ». Ensuite, nous avons la stratégie du monitoring ou de la surveillance qui est très intéressante parce que, en mesurant quelque chose, nous devenons conscients de nos actions et cela va nous aider à trouver un bon équilibre. Ce n'est pas pour rien que les montres connectées ont autant de succès de nos jours. Nous pouvons facilement avoir l'impression que nous bougeons suffisamment, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez un jour avoir l'impression de ne pas faire assez, alors que quand vous regardez concrètement votre activité sur votre montre, vous avez atteint votre objectif. Donc le fait de comptabiliser nos pas est une mesure concrète qui va enlever de la subjectivité. Si vous êtes une personne qui aime les statistiques, les chiffres concrets, cette stratégie sera probablement très utile pour vous, car elle vous permettra aussi de suivre votre évolution. Après, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les personnes comme moi, qui aiment avoir une illusion de contrôle, et je dis bien illusion parce que en fait je me rends compte que nous contrôlons rarement quoi que ce soit, pour ce type de personnes qui aiment le contrôle, cette stratégie est à prendre avec des pincettes, et c'est bien de l'appliquer en étant consciente de ce qu'on fait et de placer à chaque fois ces mesures dans un bon contexte. D'expérience, je sais que je peux être très rapidement obsédée par un chiffre et perdre mon bon sens. Typiquement pour mon poids, j'ai décidé que j'allais arrêter de me peser ou de donner beaucoup d'importance à ce chiffre parce que même si c'est un bon indicateur sur une tendance générale, les fluctuations de poids d'un jour à l'autre peuvent être dues à plusieurs facteurs comme le gain de muscle, mon cycle hormonal ou le moment de la journée. Donc c'est bien de prendre une échelle dans laquelle on se sent confortable pour notre objectif, mais il ne faut pas non plus faire une fixation à tout prix sur ce qu'on mesure parce que ça enlève aussi les bénéfices de cette habitude et ça nous éloigne de notre vrai objectif qui est d'être plus heureux. La troisième stratégie est celle de la planification. Et j'aime beaucoup cette stratégie, d'abord parce que ça me met de l'ordre et j'adore quand c'est tout bien rangé. Non mais en fait, en vrai, je trouve qu'elle a beaucoup d'avantages. Déjà, la probabilité de faire quelque chose comme passer du temps à apprendre une langue sera plus importante si on fait de la place pour cette activité. En plus, tout comme la volonté, notre temps est limité. Et même si on a très envie d'apprendre le japonais, par exemple, le fait de travailler sur notre agenda pour faire de la place pour cette nouvelle habitude va nous donner une idée concrète du temps qu'on peut vraiment lui accorder. D'ailleurs, si votre objectif est de commencer à dire non de temps en temps parce que vous avez du mal à le faire, cette stratégie va beaucoup vous servir à cultiver cette habitude et vous fera sentir moins coupable. Parce que quand on se rend compte
qu'on n'a plus de temps pour accepter un nouveau projet ou sortir, c'est plus facile de dire non. Et sur ce point précis, je voudrais juste préciser que c'est important de prendre du temps pour se reposer et que se reposer n'est pas la même chose que dormir. Si vous voulez faire un changement dans votre vie, ce sera toujours plus facile de le faire si vous êtes reposé et en forme. Donc, ne sacrifiez pas ni votre temps pour vous ressourcer, ni pour dormir. Aussi, quand on planifie une habitude, on aura moins besoin de notre volonté. Par exemple, moi quand je travaillais dans un bureau, j'aimais bien commander mes repas à l'avance le matin parce que le matin j'avais encore de la volonté pour choisir un plat qui était sain, qui allait me faire du bien, alors que si j'attendais le moment d'avoir faim, j'avais plutôt tendance à commander soit plus du nécessaire, soit des choses qui n'étaient pas forcément le meilleur choix. Et même, cette stratégie peut nous aider à planifier des exceptions à nos habitudes et à prendre un petit peu de recul. Et pour planifier une exception, c'est très simple. En fait, la seule chose que vous devez vous demander, c'est comment je vais me sentir après cette exception. Si la réponse est négative, c'est que ça ne vaut pas le coup de le faire, donc ne le faites pas. Sinon, essayez d'en tirer le plus de bénéfices. Donc si par exemple, je décide que j'ai envie de faire la fête et de m'endormir très tard, je vais essayer de rendre cette soirée mémorable et le lendemain, je vais être contente d'avoir passé un super moment avec mes amis. Finalement, cette stratégie sert contre la procrastination, parce qu'on a souvent tendance à penser que mon mois de demain sera meilleur et pourra passer à l'action. Alors combien de fois ça vous est arrivé de vous dire « Oui, quand je finirai ce projet au bureau, j'aurai finalement du temps pour faire ce que je veux ». Et alors on pense que demain on sera plus productif alors qu'aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer. On n'aura jamais beaucoup de temps, il y aura toujours quelque chose qui pourra s'interposer avec nos envies. Donc en planifiant, on va arrêter de repousser la deadline pour commencer à travailler sur les projets qui nous font envie. Alors, pour les rebelles, cette stratégie de planification ne va pas être ni la plus attirante, ni la meilleure solution pour leur nature. Ce qui est génial chez les rebelles est leur capacité à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais il y a des choses comme les tâches administratives qui peuvent être particulièrement drainantes pour ces personnes. Une bonne stratégie est alors de faire des petits morceaux de papier avec les différentes tâches à faire, de les mettre dans un bol et quand elles ont le temps de faire quelque chose, choisir un de ces papiers de façon aléatoire. Comme ça, elles n'auront pas l'impression d'être obligées de faire quelque chose et elles réussiront à bien avancer sur leur to-do list. Et puisqu'on parle des rebelles, une des stratégies qui marche le mieux avec cette catégorie est celle d'assumer son identité. Alors si, pour un rebelle par exemple, c'est important d'être un bon parent, une bonne mère ou un bon père, cette personne va imaginer quelles sont les qualités associées à cette image qu'il se fait du bon père ou de la bonne mère. Et si par exemple un bon père doit être zen et calme envers son enfant, alors il va utiliser l'habitude de la méditation comme outil pour être aligné avec cette image qu'il se fait de soi-même. Mais en général, l'image qui est renvoyée vers l'extérieur peut être assez importante pour une personne et montrer l'exemple est souvent une bonne façon de suivre une habitude. C'est d'ailleurs le point commun entre les rebelles et les personnes qui arrivent à répondre aux attentes externes mais pas aux attentes internes. Et en gros, ce sont les gens qui font beaucoup pour les autres mais qui ont du mal à faire des choses pour eux-mêmes. Et si vous faites partie de cette dernière catégorie, la clé de presque toutes les stratégies qui seront utiles pour vous consiste à rendre des comptes à quelque chose d'externe à vous. En fait, comme vous avez plus de facilité à répondre aux attentes externes, l'idée est d'essayer de trouver un moyen de vous sentir responsable envers quelque chose d'externe. Donc de rendre de compte à une personne, à un groupe ou à une application, enfin bref, à quelque chose qui est extérieur à vous. Par exemple, si j'aimerais lire plus, il sera plus facile pour moi de joindre un club de lecture qui attendra que je lise des livres. Et d'ailleurs, Gretchen Rubin a créé un book club en anglais. Donc si ça vous intéresse de lire plus en anglais, par exemple, elle a créé avec sa sœur, via le podcast qu'elle a, Happier with Gretchen Rubin, ce book club. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que Pauline Léniaud, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est fondatrice de Gemio et elle est aussi fondatrice d'un super podcast que j'adore qui s'appelle Le Gratin. Et justement, elle vient aussi de créer un book club il y a moins d'une semaine, donc vous pouvez la joindre. Et en fait, Pauline Léniaud appartient à cette catégorie. Si vous avez souscrit à sa newsletter, si vous la connaissez donc, et si vous avez lu son mail du 20 septembre dernier, elle explique qu'elle a tendance, et je cite, à faire passer les contraintes des autres devant les siennes.
Du coup, elle nous raconte sa technique pour ne pas se sentir submergée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va passer en revue son agenda avec son mari, qui va l'aider à prioriser. Et c'est justement comme ça qu'elle peut convertir cette attente interne, qui est celle d'avoir plus de temps pour elle, en une attente externe à l'aide de son mari. Alors, pour chaque personne, l'attente externe qui les aidera à instaurer des habitudes est différente. Il y a des personnes pour qui une notification d'une app rappelant qu'il faut prendre 5 minutes pour réviser une nouvelle langue va suffire, alors que pour d'autres, il faudra faire appel à un coach ou s'inscrire dans une école. Mais l'idée est la même, et quand vous avez trouvé votre levier, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'instaurer une bonne habitude sans solliciter sans cesse votre volonté qui, comme on l'a déjà vu, est limitée pendant la journée. Une autre stratégie très utile est celle de l'association. L'idée est très simple. On va associer une habitude qu'on veut instaurer à une habitude qu'on a déjà. Donc, si on oublie sans cesse de prendre ses médicaments tous les jours à la même heure, et si en même temps je prends un café quoi qu'il arrive tous les matins, je vais mettre mes médicaments à côté de la machine à café ou dans le mug dans lequel je vais servir le café pour ne pas oublier. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, ça peut marcher même pour des plaisirs coupables. Donc moi, par exemple, j'adore regarder l'émission Queer Eye, enfin en général toutes les émissions de makeover. Alors je sais, ce n'est pas ce qui est de plus intellectuel, mais vraiment j'adore cette série. Et à un moment, j'ai décidé que je n'allais pas regarder cette émission si ce n'était pas à la salle de sport. Du coup, magiquement, j'avais envie d'y aller tout le temps pour regarder cette série et bizarrement, je trouvais toujours le temps de le faire. Il y a d'autres idées d'association comme écouter un podcast dans une langue qu'on veut apprendre pendant qu'on fait le ménage ou alors marcher à chaque fois qu'on téléphone. Je trouve que c'est une des stratégies les plus amusantes et on peut être très très créatif avec. Donc pour résumer, plusieurs stratégies s'offrent à vous si vous voulez adopter une habitude. Soit la rendre plus pratique, monitorer ou surveiller votre avancement, la planification, le sort aléatoire des tâches, l'identification et l'association. Maintenant, quelle que soit la stratégie que vous allez choisir, il y a 3 choses à retenir quand on veut créer une nouvelle habitude. Choyez-vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même et pensez au moment présent. D'abord, accordez-vous du temps pour vous visionner. Offrez-vous des petits cadeaux. C'est ce que Gretchen Rubin appelle les healthy treats, où l'idée est de se dire que plus vous êtes généreux avec vous-même, plus vous pouvez vous demander des choses. Et c'est vrai, un changement est en soi déjà très fatigant, donc il est très important aussi d'avoir des moments pour se reconforter. Et il ne s'agit pas de vous récompenser avec un gros gâteau si vous avez fait du sport, parce que à ce moment-là, c'est une association et pas justement un healthy treat. Et en plus, cette association peut être assez dangereuse. Donc l'idée est de vous offrir des choses qui vous fassent sentir bien, indépendamment de ce que vous faites. Pour moi, un massage est un super cadeau que je peux me faire à moi-même. Et en fait, je n'ai pas de baignoire chez moi, mais je suis sûre que si j'en avais une, je prendrais des bains régulièrement. Et pour moi, ce point est vraiment très important parce que ça nous aide à cultiver l'amour qu'on a pour soi-même et qui devrait être inconditionnel. Et combien de fois je me suis dit que je m'aimerais plus quand je serais plus mince, alors qu'en fait, je devrais m'aimer et aimer mon corps quoi qu'il arrive. Vous méritez cet amour inconditionnel maintenant tel que vous êtes. Donc, aimez-vous comme vous aimez vos parents, comme vous aimez votre famille, comme vous aimez vos enfants et vos amis, sans condition et sans attente. Ensuite, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Avez-vous remarqué que quand on parle, on dit souvent des phrases comme « il faut que je fasse des minutes de méditation » ou « je dois pouvoir cuisiner un gâteau à ce stade » ou « il faut que j'aille à mon cours ». Ce qui fait qu'on finit par croire ce qu'on se dit et une résolution qui avait commencé par être super excitante devient une charge pour nous alors que l'idée de base est de s'amuser et de se sentir mieux. Et ça finit par drainer notre énergie sans nous aider. Donc préférez des phrases comme « je veux méditer »,« j'ai choisi d'apprendre à cuisiner pour me faire du bien »,« je vais m'amuser en allant à mon cours, ça va me faire du bien d'y aller ». Enfin bref, assumez. Et même moi je le fais pour ce podcast, j'essaie d'éviter quand je vous parle d'utiliser des phrases « il faut que ». Et si vous n'avez pas encore lu le livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz, je vous invite vraiment à le faire. Alors je suis évidemment biaisée parce que cette civilisation est originaire du Mexique, mais je sais que ce petit livre a aidé beaucoup de gens.
Et justement, il y a un accord qui est essentiel et qui dit « faites toujours de votre mieux ». Ça ne sera pas toujours facile de maintenir le moral et de bien faire tout ce que vous avez envie de faire. Et parfois, vous ne pourrez pas lire ou écrire ou prendre le temps pour vous. Mais si vous savez que vous faites de votre mieux, réjouissez-vous. Finalement, dites-vous que la seule chose qui compte est le moment présent. Si on y pense, instaurer une habitude au long terme peut paraître intimidant. Mais si vous vous focalisez dans le moment présent sans vous inquiéter pour demain, un jour à la fois, ça sera plus facile. Si je me dis que je veux apprendre à jouer de la guitare, aujourd'hui je vais commencer par apprendre quelques notes et ça sera peut-être suffisant. Donc dans tous les cas, vous êtes déjà là, vous avez pris la décision de changer votre vie en mieux et pour ça je suis vraiment contente pour vous. Alors comment on fait si on a une habitude dont on veut se débarrasser? Et bien justement, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizons in all directions at once.